Bonjour à tous, Franck Muller de Lyon. Nous sommes le lundi soir, 3 juin. Bon, j'ai laissé s'écouler une semaine pour revenir un petit peu sur les élections. Donc, merci pour les nombreux messages. Je pense que ma dernière vidéo a fait 5000 vues. Alors, j'ai eu un petit peu des remarques des retraités qui se sentaient un petit peu agressés. Mais, voilà, je vous explique. Il y a des retraités aisés. Bon, certains aident leurs enfants, parce qu'en fin de compte, les jeunes ont de plus en plus besoin de leurs parents, malheureusement. Il faut savoir, je crois qu'en Espagne, il y a 10 millions de gens de la quarantaine qui sont retournés vivre chez leurs parents de 60-65 ans, car la crise est passée par là. Et donc, plus de travail, plus de logement. Et donc, on retourne chez papa-maman. Ça viendra prochainement en France. Pour l'instant, c'est encore les jeunes tanguis de 25-30 ans. Mais vous allez voir, malheureusement, que les actifs, dans la tranche des 40 ans, vont aussi avoir des problèmes à cause de la crise. Alors, je disais, les retraités, il y a des retraités il y a des retraités très très pauvres avec des petites retraites qui en bavent, qui regardent à 1 ou 2 euros près. Et d'autres qui sont encore obligés d'aider leurs enfants, justement, je viens de vous en parler. Donc évidemment, tout cela sont un peu gilets jaunes dans la main. Mais vous avez aussi une autre classe de gens, certains plus aisés, mais la segmentation ne se fait pas par la richesse, qui ont vécu dans leur jeunesse mai 68. Qui ont travaillé durement, qui ont fait des heures et des heures, qui ont capitalisé, qui ont un petit pécule, qui ont une bonne retraite. Et quelque part, le changement leur fait peur. Parce que qui dit sortie de l'euro, le Frexit, et des tas de choses, Marine au gouvernement, mon Dieu, tout va se casser la figure. Et donc, les pensions vont plus être versées. Et mon petit confort matériel fait que j'y tiens pour finir mes vieux jours et je ne veux pas trop que ça change non plus, hein. Je ne veux pas la révolution. Donc il faut les comprendre. Donc dans les retraités, il y a plusieurs classes et on a quand même une partie de gens et puis qui sont contre l'anarchie, contre le bordel dans la rue, contre les manifestations au bout de 6 mois, contre les vitrines cassées, qui ont voté pour Macron parce que c'était l'ordre. Et vous verrez, je vais y revenir dans quelques minutes, même Marion Maréchal est du même avec moi. Justement, j'ai attendu, je voulais voir un petit peu ce qu'elle en disait, elle. Et en fin de compte, je m'aperçois que elle me rejoint. Enfin bon, elle me rejoint. Ça serait un peu prétentieux, mais bon, quand j'ai posé mes idées sur une feuille de papier, je les ai posées avant son intervention. Alors effectivement, les gens me disent « Ah mais M. Muller, il y a eu plein de fraudes. Oui, alors telle voyante a dit ci, telle voyante a dit ça. » Mais ne gobez pas tout ce qu'on vous dit sur Internet. Alors j'essaye de vous tenir un langage relativement respectueux et j'essaye d'être le plus intègre possible. Mais quel est l'intérêt de ces voyantes qui vous racontent depuis des mois et des mois que Macron devait partir et que les élections ne devaient pas avoir lieu. Après, elles devaient avoir lieu, mais si, mais elles ont lieu, mais ce n'est pas des vraies élections parce qu'il y a eu plein de triches. Donc c'est comme si elles n'avaient pas eu lieu. Attendez, on s'en sort plus, ne gobez pas tout, s'il vous plaît. Elles sont payées au nombre de vues, donc tous les jours, tous les 2 jours. Vous allez voir, vous écoutez pendant un quart d'heure, ça fait de l'argent que YouTube leur verse. Voilà. Et quand on a 20 000, 30 000 vues, ça fait un appoint non négligeable. Voilà, donc ne croyez pas tout. Effectivement, il y a eu de la fraude. Je n'ai pas voulu tout de suite crier à la fraude comme ça, mais effectivement, des milliers de bulletins de vote, de programmes n'étaient pas dans les enveloppes que nous avons reçues dans notre boîte aux lettres. Nous sommes bien d'accord. Dans les bureaux de vote, des tas de listes, des tas de bulletins de vote manquaient sur les tables qui avaient été disposées par les différentes mairies. Alors, il y a 2 choses. C'est ça, justement, ils ont joué là-dessus. Vous avez 5, 6, 7 listes qui n'ont pas les moyens financiers d'imprimer leur bulletin de vote. Donc, en fin de compte, il aurait fallu se rendre sur Internet et imprimer le bulletin de vote du parti très très infime qui se présentait aux élections européennes.
simplement, vous n'étiez pas au courant. Et en plus, il aurait fallu l'imprimer sur du papier 70 grammes. Donc c'est ce que j'ai dit au président des bureaux de vote, parce que j'ai fait une quinzaine de bureaux de vote. Je suis quand même allé voir si tout se passait bien, s'il y avait à peu près les piles des candidats. Et il dit, mais est-ce que vous avez une balance pour peser les feuilles? Parce que, d'après le code électoral, il faut que ça soit du papier 70 grammes. Or, tout un chacun, vous comme moi, dans notre imprimante, nous avons du papier 80 grammes. Donc, théoriquement, ce n'est pas conforme à la loi électorale. Ça, c'est rien, c'est un détail. Mais rien n'avait été préparé. C'est-à-dire que, à la place des listes manquantes, celles qui n'avaient pas les moyens financiers, il y avait des petits post-it en mettant liste Intel, des europhiles anonymes, allez sur Internet pour télécharger votre bulletin de vote. Mais vous voyez, rien d'imprimé, de propre, de clair, visible par tout le monde. Et puis, bien sûr, certaines listes étaient sciemment oubliées. Alors, on a retrouvé dans les malles. Ah non, on les cherchait, on ne les a pas trouvés. Mais regardez, dans la malle, là, à 3 mètres, il y avait les bulletins de vote. Et puis, il y avait des bulletins de vote donc, du Rassemblement National aussi, puisque bon, c'est le parti dont on a le plus parlé, qui était dans le coffre de la voiture du maire, qui n'avait pas voulu les mettre. Et les gens, ils se pointaient, et il n'y avait pas de bulletin du Rassemblement National. Vous voyez, bon. Donc, il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers de fraudes. Il y a eu beaucoup d'électeurs, si quand même, beaucoup de personnes, des dizaines de milliers aussi, qui se retrouvaient radiés. Alors on nous a dit non, mais ce n'est pas des bugs, mais vous comprenez, il y a eu tel et tel problème, à des endroits on les a radiés, mais on ne les a pas mis à l'autre endroit, enfin bon. Des gens qui n'ont pas déménagé depuis 20 ans se sont retrouvés radiés. Pourquoi? On a du mal à vous l'expliquer. D'autres ont été déclarés décédés, donc ça fait toujours plaisir. Quand vous avez 80 ans, vous faites un effort pour aller voter. Et puis en fait, quand on vous dit, mais madame, vous n'êtes pas sur la liste, vous êtes déclaré décédé. Oui, d'accord, bon. Voilà. Maintenant, je vais revenir. Il y a eu plusieurs vidéos de fait. Alors, moi aussi, j'ai vu dans un cliché pris dans ce qu'on appelle la mémoire cache du Parisien, les résultats d'avance. Le matin même, à 7 h du matin, vous aviez les résultats des élections. Alors, c'est compliqué. Non. Sincèrement, je ne pense pas à 99% qu'il y avait déjà tous les résultats qui avaient été calculés et qu'on avait prévu de mettre En Marche deuxième, le RN devant, les autres derrière, les écolos troisième et LR quatrième. Simplement, c'est un article qui était, à première vue, préparé d'avance. Il faut savoir qu'on prépare beaucoup à l'avance, puisque les résultats sont publiés. On prépare, un peu dans le sens des sondages, on prépare un article qui explique. Et ensuite, on a juste à rajouter quelques lignes et mettre le pourcentage, le nombre de députés élus, et c'est bon, l'article il est déjà fait. Idem dans les articles de nécrologie, c'est-à-dire vous avez déjà des articles en réserve pour le président Chirac, pour le président Giscard d'Estaing, quand il y a des célébrités comme ça qui approchent 80 ans ou qui ont des problèmes de santé, il y a déjà tout un article qui est prêt à l'avance. Il n'y a plus qu'à rajouter la date de sa mort et on le publie. Et on vous dira, Giscard d'Estaing a été ministre des Finances sous Pompidou, il a été ensuite candidat à la présidence, président en 1974, je ne sais plus, et il a fait ci, il a fait ça, après il était à l'Académie, etc. Donc tout est prêt, et si jamais il décède, on ressort le papier, on rajoute la date, une phrase ou deux, et hop, on envoie à l'imprimerie. Et je pense que l'histoire du Parisien, ils ont prévu évidemment, d'après les sondages, En Marche, le Rassemblement National, ils ont prévu, ils ont tellement bien prévu qu'en fin de compte, ils ne se sont pas trompés. Je crois que les 5 premiers de l'article que moi j'ai vu étaient conformes au résultat. Alors évidemment, ça, le petit vélo dans la tête, oui, c'est un complot, machin, tout était prévu et tout. Non. Qu'il y a eu de la triche, qu'il y a eu des oublis volontaires, des choses comme ça, pas mal de fraude, oui, mais il n'y a quand même pas, pour passer En Marche n'était pas à 6% et pas passer à 22%. De la fraude, oui, qu'on essaye de bidouiller, certainement.
Mais bon, j'ai pas la preuve, si quelqu'un a la preuve, je viens. Mais pas sur 15%, plus 15, moins 15. Hein. Par contre, il y a une chose qui ne facilite pas, si vous voulez, la transparence du vote, c'est qu'on a fait détruire tous les bulletins. Et là, c'est quand même pas clair. Parce que pourquoi? Alors qu'avant, on les gardait. On pouvait éventuellement, s'il y avait une réclamation, recompter les bulletins pour s'assurer vraiment que tel parti était en tête dans tel bureau de vote, etc. Là, on a fait tout détruire. Comme ça, on ne peut pas revenir. On ne peut pas vérifier s'il y a eu une inversion. Voilà. Ben, bon. Donc voilà. Mais ça met le doute sur la démocratie. Ça décourage les gens d'aller voter. Et quelque part, eh ben, c'est pas bien. Voilà. Je clôt à peu près là-dessus. Alors, on va quand même on va parler de la dégringolade des LR. Et puis, donc, je vais y venir. Et la dégringolade des LR, eh ben, elle a une cause qui était prévisible. Pourquoi? Depuis des années, les LR ont abandonné ce qu'on appelle la cause identitaire. Car il fallait être de son temps. C'est ce qui vaut à Bellamy un retentissant et cuisant échec. Pourquoi? La bourgeoisie, donc il y avait quand même une part de bourgeoisie dans l'électorat républicain, sarkozyste, etc., juppéiste, ils sont plus dans la civilisation, dans l'identité. Pour eux, c'est être réactionnaire que de parler d'identité nationale. Alors que la France d'en bas, elle a des inquiétudes. Et elle est coupée de plus en plus de tas de choses que l'État doit emmener, les hôpitaux, les centres des impôts, la poste et tout. Et donc, elle craint la dilution. La France d'en bas, elle craint la dilution de son mode de vie. Et on s'aperçoit que c'est de plus en plus désertique. Donc, la classe dirigeante, enfin la classe aisée bourgeoise, a préféré rejoindre la majorité présidentielle, En Marche. Ils sont partis de l'ordre, puis comme ils sont bien occupés des gilets jaunes, ils les ont bien matraqués, du coup, c'est bon pour la banque, c'est bon pour la bourse, pas de problème, mes économies prospèrent. Et vous apercevez que le Rassemblement national domine dans les territoires où on a besoin de protection sociale et culturelle, où on se sent vraiment abandonné. Vous remarquez que la République en marche s'impose dans les grandes villes ouvertes, riches, aussi un peu dans l'ouest. Et puis dans les provinces, c'est pas pareil. C'est là que vous avez sur la carte, vous avez 70% des départements où le Rassemblement national est en tête. Donc ces républicains, depuis des années, ce parti a renoncé à la nation pour ne pas paraître démodé aux yeux de prétendus modernes mondialistes. Il ne faut paraître ni nationaliste, ni populiste. Ça fait trop ringard. Donc les électeurs qui sont soucieux de leur préservation, de la préservation de leur identité, ne peuvent plus faire confiance à ces de menteurs quelque part. À Bruxelles, ils votent le contraire de ce qu'ils disent à Paris. Ils ont voté tous les traités. Nicolas Dupont-Aignan, elle a assez dénoncé, ils ont voté tous les traités, TAFTA, CETA, etc. Et maintenant, il y a le prochain, le Mercosur aussi. Bon. Donc, une longue succession de trahisons, de reniements. Ça a déjà commencé avec les harkis, les Français d'Algérie, le regroupement familial toléré par Chirac, le traité de Maastricht, adopté de justesse grâce à l'appui de Chirac, le traité de Lisbonne, de Sarkozy, voté en Congrès alors que le référendum avait refusé donc, ce traité. Donc, forfaiture sur forfaiture. Donc, les gens se sont de plus en plus sentis trahis. Maintenant, les cadres de ce parti quittent le navire en perdition pour rejoindre la chaloupe Macron. Ce sont des dirigeants sans conviction politique. Ils vont à la gamelle pour conserver leur train de vie car ils sont sans honneur, avec seulement des ambitions de carrière. Je ne cite pas de nom, inutile, vous les connaissez, ceux qui 3 jours avant étaient avec Bellamy et 3 jours après, au résultat des élections, se disent « Ah, il faut tout remettre en question, patati, il faut faire un parti ouvert, s'allier, et ci et là. » Mais bon, voilà. Donc, ils cherchent des postes, ils cherchent à continuer à gagner leur casse-croûte.
Je cherche ce que nous disait Marion. Marion. Alors, à ma grande surprise, j'ai regardé Marion Maréchal hier soir, et en fin de compte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Nous assistons à un clivage générationnel. Beaucoup de retraités ont voté Macron par sécurité, et nous avons également un clivage sociologique, ville urbaine mondialisée, contre la France des tiroirs, et donc où se trouve l'égalité des territoires. Donc ça confirme ce que je vous disais sur une certaine partie des retraités. Donc sur LCI, hier soir, elle a livré son analyse donc, de la vie politique, je viens de nous en faire part, et elle nous a dit qu'elle était pour une alliance des droites, contrairement à sa tante Marine Le Pen. Elle nous dit bien, je considère que le Rassemblement national est indispensable à la vie politique, mais que malheureusement, il n'est pas suffisant et qu'il faut le dépasser. En tout cas, qu'il faut permettre qu'il y ait d'autres voix qui s'expriment à travers d'autres mouvements ou courants qui puissent permettre demain, qui aideront à faire un grand compromis patriotique autour d'une idée de défense de la nation. Bien, ce compromis pourrait donc aboutir à des coalitions gouvernementales, pourquoi pas des alliances de circonstances sur certaines élections, comme ça peut se pratiquer dans d'autres pays. C'est certainement le seul moyen pour contrer le grand projet progressiste qu'est en train de mettre en place Emmanuel Macron. Elle nous dit bien, elle le dit, c'est ce que j'ai dit pendant des semaines et des semaines quand je disais qu'à droite, il fallait éventuellement des partis comme du Beau la France, comme d'autres, mais pour qu'il y ait quelque chose en face et qu'on puisse éventuellement se mettre d'accord. Mais bon, elle nous dit bien, j'estime que malheureusement, et je le regrette, le Rassemblement national ne peut pas capter à lui seul l'ensemble des personnalités politiques, des élus ou même des électeurs. Elle dit, je crois en revanche indispensable que demain puisse émerger, je l'espère, de cette débâcle des Républicains, un courant de droite qui se structure et qui puisse demain accepter le principe d'une grande coalition avec le Rassemblement national, chacun gardant ses spécificités. Donc, elle nous dit plein de bonnes choses, cette dame. Hein, pour 29 ans, elle a quand même... Alors, elle nous a dit qu'elle cherchait à être utile à la vie politique et qu'elle attendait de regarder comment les évolutions de LR s'opèrent et quelles seront les démarches courageuses. Bon, je pense qu'elle a envie de revenir, hein, donc ça va faire bouger. Mais bon. Oui, alors je vous ai toujours dit que Marine Le Pen était l'assurance-vie d'Emmanuel Macron. Donc je dis bien, déjà, les élections européennes sont à peine terminées, on nous sort déjà un sondage. Si une nouvelle élection présidentielle était prévue, donc pour le dimanche 2 juin, hier, Emmanuel Macron et Marine Le Pen seraient de nouveau les deux qualifiés pour le second tour. Oui, un sondage Paris Match, IFOP, oui. Avec 30% des voix, Emmanuel Macron devancerait Marine Le Pen qui remporterait, quant à elle, 28%. Et donc, au deuxième tour, le chef de l'État l'emporterait à 57%. Et voilà, alors qu'à l'époque, il avait eu 66% contre Marine. Même l'écologiste aurait 12%, Mélenchon n'aurait que 9%, et Laurent Wauquiez, s'il était candidat LR, n'aurait fait que 8%. Et les socialistes, 4%. Encore une fois, on nous enferme dans progressistes contre nationalistes. Alors, je vous en dis plus sur le projet de Macron. Le projet de Macron qui était dans les cartons depuis longtemps, et là, maintenant qu'on voit le résultat, l'effondrement de LR, l'émergence des Verts, etc., le président veut capitaliser sur le résultat des européennes et continuer à disloquer la droite pour mieux renforcer sa majorité. Au fur et à mesure, il désagrège des partis opposants et il trouve toujours le moyen, en donnant de la gamelle, de récupérer des éléments qui vont venir affaiblir donc l'opposition. Il les agrège à son parti. Donc, du coup, il arrive toujours à se renforcer. Donc, il souhaite mettre en place, Macron,
une confédération, une coalition pour attirer à lui de nouveaux soutiens. L'idée serait de rassembler des personnalités situées politiquement entre Daniel Cohn-Bendit et Jean-Pierre Raffarin. En clair, des centristes de gauche, des centristes de droite, et puis, bon, surtout des gens qui ont envie d'avoir des postes et un bon salaire. Il semblerait que cette volonté de rassemblement s'est aussi vue dans des nouveaux recrutements de conseillers à l'Élysée, puisque l'un est issu de la gauche, un autre du centre et le dernier de la droite. Enfin, moi, ça me fait penser que, vous vous rendez compte qu'en 2017, Robert Hue, ancien premier secrétaire du Parti communiste, s'était rallié à Macron. Hein. Vous vous rendez compte le fourvoiement de la gauche. Hein. Enfin, c'est des traîtres à la patrie qui viennent tous à la soupe que Macron et Rothschild leur préparent. Donc, on n'en a pas fini. Je vais parler des attentats, l'attentat de Lyon, et puis, et ouais, cet attentat, donc, d'une faible intensité, parce qu'en fin de compte, on ne déplore que 13 blessés, ouf, a occupé toute la soirée de vendredi, une bonne partie du week-end, les chaînes de télévision, bouleversé les programmes, etc. Donc le coupable vient de reconnaître les faits. Mais en fin de compte, on ne vous en parle plus. Mais ça revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que le voisinage, attentat après attentat, quel que soit le quartier, rejoue immanquablement devant les micros une de la palissade. C'est-à-dire que un quart d'heure avant sa mort, M. de la Palisse était encore en vie. Donc, la veille de son forfait, le criminel était innocent. Le pauvre, il voulait faire une école d'informatique, mais il n'avait pas son visa étudiant. Ah ouais. Mais alors, il était religieux intégriste, mais ne revendiquait pas une appartenance à une organisation terroriste. Donc, il devait être auto-entrepreneur, je ne sais pas. Qui plus est, il était surveillant au lycée Ampère, un gros établissement scolaire du centre-ville de Lyon. Ça ne chiffonne personne. C'est-à-dire que dans une école publique, on ne lui a pas demandé ni sa carte d'identité, ni son titre de séjour, ni extrait de casier judiciaire, ni justificatif d'affiliation à la sécurité sociale. Mais comment peut-on embaucher quelqu'un sans papier? À première vue, hein. Donc, on est en droit de s'inquiéter si vraiment c'est ça, hein, que c'est un clandestin qui travaille dans un établissement scolaire. Enfin bon, donc en fin de compte, on peut dire que la sélection du personnel qui est en contact avec les enfants ne fait donc l'objet d'aucun soin particulier. Dans combien d'autres établissements ces choses-là sont traitées avec autant de légèreté? Combien d'autres individus, dans l'égalité, radicalisés, sont chargés? Un comble. Ils sont chargés de surveiller nos enfants et bon. Mais on a étudié son ordinateur. Le gentil garçon bien sage. Et oui. Et dans son ordinateur, il y a des traces. Et en fin de compte, une semaine après, ce jeune homme de 24 ans n'est pas si modéré que ça. Ses ordinateurs saisis lors de la perquisition effectuée lundi au domicile de ses parents à Oulin, donc au sud de Lyon, ont parlé. Donc, un président du Centre d'analyse du terrorisme révèle que le jeune homme essayait de se marier sur un site religieux professant l'islam rigoriste. Et l'expert d'ajouter, il a été retrouvé sur l'un de ses ordinateurs des contacts avec l'État islamique. Donc, on ne sait plus à quel sens vouer, comme quoi votre gentil voisin peut avoir de sinistres projets, et ça en devient très très compliqué. Je vais terminer par si je le retrouve, la propagande des mots. Je reviendrai sur Brexit plus tard. C'est-à-dire que la campagne des européennes, j'ai assez râlé pour, plutôt contre, a atteint des sommets. On se serait cru en Corée du Nord, à Cuba ou au Venezuela. La propagande venait de Bruxelles. C'est la propagande de la finance internationale, hein, et de la gauche, des mondialistes.
les journalistes et chroniqueurs qui sont censés apporter au corps démocratique une information complète et véridique sur les faits et les points de vue impartiaux en éclairant des faits, eh bien, en fin de compte, ces journalistes se transforment en propagandistes politiques. Alors, je vous explique. Nationalisme. Maintenant, vous êtes nationaliste, c'est une injure, hein. Vous êtes pratiquement nazi. Mais non. Ouvrez votre Larousse. Le nationalisme, c'est un mouvement politique d'individus qui prennent conscience que former une communauté est importante en raison des liens, la langue, la culture qui les unissent et qui peuvent vouloir se doter d'un État souverain. C'est une théorie politique qui affirme la prédominance de l'intérêt national par rapport aux intérêts des classes et des groupes qui constituent la nation. Le droit à la nation et à l'identité nationale sont des droits de l'homme. Bon, ça c'est un premier fait. On dénature les mots. On amalgame. On essaye de vous faire confondre le système de Bruxelles avec l'Europe, le continent, la civilisation, les peuples. Donc dès qu'on était anti-Bruxelles, vous étiez europhobe, mais on n'est pas contre l'Europe. Comment peut-on être hostile au continent dans lequel on vit? Mais dès qu'on critique le système de Bruxelles, on subit une chasse aux sorcières, une espèce d'inquisition. Bon. Comme par hasard, le mercredi précédent le scrutin, la chaîne franco-allemande Arte avait rediffusé La Chute. On voit la fin de Hitler dans son blocos. Bon. On vous amalgame aussi, quand on parle d'immigration, avec toujours la même mauvaise foi. L'immigré légal, le malheureux réfugié. Il y a l'immigrant illégal, et puis des masses de personnes qui, par intérêt économique, tentent de s'infiltrer en force. Mais on mélange tout. Et on vous montre quelques gentils petits exemples pour faire passer tout passer. Alors, on joue sur les oppositions de mots. Hein. Il y a les gentils européens face aux anti-européens, où on vous traite d'europhobes. Hein. Il y a les progressistes face aux méchants nationalistes. L'Europe, c'est l'ouverture au monde. Et vous, qui êtes souverainiste, vous êtes pour le repli sur soi. Oh, vous êtes vraiment vilain. À croire que l'Europe des nations serait un concept sans contenu, alors qu'il est valable aussi bien pour la droite que pour la gauche. Même des gens comme Jean-Pierre Chevènement ont fait un gros travail de réflexion sur le sujet du souverainisme. Et puis, en fin de compte, en quatrièmement, je dirais qu'on joue sur la censure. Des auteurs intéressants, des livres sont bannis des grands médias. Quand on veut parler des problèmes de l'euro, sur la spéculation financière, fiscale, tout ça c'est tabou, on ne vous en parle pas. Que l'euro va se casser la figure, qu'on fabrique de la fausse monnaie, que tous les mois la BCE fabrique, photocopie des billets. Elle fabrique de la monnaie, elle sort des milliards et des milliards chaque mois pour essayer de tenir à flot les banques qui sont en train de s'écrouler. Donc, cette brève campagne européenne a de quoi inquiéter quant à l'avenir de la démocratie, parce qu'en fin de compte, ça se trouve qu'il n'y a plus de démocratie, puisqu'on n'a pas le droit d'avoir une opinion différente. Le journalisme n'est absolument pas respectueux de sa mission, et il prêche exactement le contraire de la vérité. Donc, très, 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 très compliqué. Voilà ce que je peux vous dire. On va continuer, hein, toujours vigilant. Et puis, encore merci pour tous vos partages, tous vos abonnements, tous vos commentaires. On va essayer d'avoir 3000 abonnés, hein, vous me donnez un coup de main. Et puis, moi, je continue à vous alerter. J'ai encore plein de dossiers sous la main, mais je ne veux pas être trop long non plus. Et voilà. On est d'accord? Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Allez, bon début de semaine. Semaine très chaude. À très bientôt. Merci.